Voilà, c'est bon. Oh ben ça tombe bien, c'est Bundawi qui a posé la question, il vient de nous rejoindre. Alors, je disais donc que dans l'application des lois de Kirchhoff, si on cherche n courant, eh bien on a besoin de n équations indépendantes. Et j'avais traité cet exemple-là. Donc on avait un circuit avec deux nœuds, trois mailles, donc la petite maille de gauche, la petite maille de droite et la grande maille qui est le contour extérieur. Et on avait donc écrit la loi des nœuds, qui était la même à ce nœud et à celui-là. On avait écrit la loi des mailles pour la petite maille de gauche et la petite maille de droite. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, votre camarade va me demander dans son mail pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rajouté ou utilisé l'équation aux mailles pour la maille, pour le contour extérieur. Alors, on va voir un autre document dans lequel j'ai détaillé tout ça. Alors, voilà. Donc, j'ai remis notre circuit. Alors, j'ai mis des, je vais supprimer la vidéo. Alors, j'ai mis des lettres, d'accord, à différents points du circuit pour qu'on puisse donner un nom à chacune des mailles. Alors, première loi de Kirchhoff qu'on a appliquée, c'est la loi des nœuds. Alors, on avait constaté qu'il y avait deux nœuds, le nœud F et le nœud B. Alors, je vous rappelle qu'un nœud, c'est un point du circuit où aboutissent au minimum trois conducteurs qui relient des éléments de circuit entre eux. Et donc, on avait le nœud F et le nœud B. Alors, si on écrit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, eh bien, au nœud F, on avait les courants entrants, c'était le courant I1, les courants sortants, c'était les courants I2 et I3. Si on considérait le nœud B, eh bien, on avait les courants entrants qui étaient I2 et I3 et le courant sortant qui était I1. Conclusion, eh ben, on avait exactement la même loi, qu'on l'écrive au nœud F ou au nœud B, on avait exactement la même équation. Donc, on ne l'écrit qu'une fois. Alors maintenant, c'est là que le problème s'est posé pour votre camarade, c'est quoi choisir comme maille pour pouvoir écrire la loi des mailles. Alors, on va les écrire on va écrire la loi des mailles pour les trois mailles. Alors, première maille, c'est la maille B, F, A, B, C, D. D'accord? Donc, c'est la petite maille de gauche. Et j'écris que si je pars du point D, je fais tout le tour et que je reviens au point D, je dois écrire que VD moins VD égale 0. D'accord? Donc, j'ai écrit VD moins VF plus VF moins VA, plus VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, je suis revenu à mon point de départ, égale 0. Alors, VD moins VF, c'était RI1, VF moins VA, c'est plus E2, VA moins VB, le courant entre par A et sort par B, donc c'est plus R'2, VB moins VC, R est traversé par le courant I1, donc le courant entre par B et sort par C, donc c'est plus RI1. VC moins VD, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc c'est une différence de potentiel qui est négative, c'est moins E1. Donc voici l'équation qu'on obtient. Alors, on va écrire pour la maille de droite, donc c'est la maille F, G, H, B, A, F. D'accord? Alors on écrit que si on fait le tour de la maille, VF moins VF égale 0. Donc VF moins VG plus VG moins VH plus VH moins VB plus VB moins VA plus VA moins VF.
Alors, tout ça égale 0 puisque je suis partie du point F et que je suis revenue au point F. Alors, VF moins VG, eh bien la résistance R est traversée par le courant I3 qui entre par F et qui sort par G, donc c'est plus R I3. VG moins VH, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins, donc c'est plus E3. VH moins VB, alors cette résistance R est traversée par le courant I3 qui entre par H et qui sort par B, donc VH moins VB, c'est plus R I3. VB moins VA, eh bien, la résistance R' est traversée par I2, mais attention, le courant I2 entre par A et sort par B, donc VB moins VA, c'est moins R' I2. Et enfin, VA moins VF, qui est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur, c'est-à-dire moins E2. Donc on obtient cette équation pour la maille de droite. Alors, on s'était arrêté là. On avait nos 3 équations indépendantes et on avait éliminé l'inconnu I1. On avait combiné nos équations pour éliminer les inconnues l'une après l'autre. On avait éliminé d'abord I1, ensuite I3, je crois, et ça nous donnait I2 et on est remonté pour avoir les autres courants. Mais on va cette fois écrire aussi la loi des mailles pour la grande maille, le contour extérieur. Alors, je pars du point D, je fais tout le tour, je reviens au point D et je dois dire que VD moins VD égale 0. Alors, ma maille extérieure, c'est D, F, G, H, B, C, D. C'est bon? Alors, j'écris que VD moins VD égale 0, donc VD moins VF, plus VF moins VG, plus VG moins VH, plus VH moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD. Alors, on y va. VD moins VF, le courant entre dans la résistance R par le point D et sort par le point F, c'est le courant I1, donc c'est plus R I1. Plus VF moins VG, R est traversé par le courant I3 qui entre par F qui sort par G, donc c'est plus R I3. VG moins VH, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins du troisième générateur, donc c'est plus E3. VH moins VB, alors R est traversé par le courant I3 qui entre par H et qui sort par B, donc c'est plus RI3. VB moins VC, la résistance R est traversée, attention, par le courant I1, d'accord, qui entre par B, qui sort par C, donc c'est plus RI1. Et enfin, VC moins VD, qui est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur, donc c'est moins E1. Donc notre équation, c'est celle-ci. D'accord? Alors, on regroupe, on fait comme la dernière fois, on regroupe les termes en I1, I2, I3, c'est-à-dire qu'on ordonne un petit peu les 4 équations qu'on a obtenues et on a les 4 équations suivantes. Alors, loi des nœuds, première loi des mailles pour la maille de gauche, deuxième loi des mailles pour la maille de droite et troisième loi des mailles pour la grande maille, ce qui nous donne la 4e équation. Alors, on constate que l'équation 4, on peut l'obtenir, pourquoi E3 et pas moins E3? Attendez, je remonte. Pourquoi E3? Eh bien, parce que j'ai fait, c'est Boundaoui qui pose la question, pourquoi c'est E3 et pas... vous parlez de la dernière équation, c'est ça? Boundaoui, vous parlez de la 3e équation? Bon, je suppose que vous parlez de la 3e équation. De toute façon, il se passe la même chose dans la 2e équation. Oui, d'accord. Alors, je vous rappelle que
je tourne dans ce sens. Hein. Donc, j'ai fait VD moins VF plus VF moins VG plus VG moins VH. Je suis ici. Hein. VG moins VH, c'est la différence entre le potentiel de la borne que je rencontre en premier moins le potentiel de la borne que je rencontre en second. C'est-à-dire que le point, la borne positive, elle est reliée, elle est au point G, et la borne négative, elle est au point H. Donc, quand je cherche VG moins VH, je cherche la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, c'est forcément plus E3. Est-ce que c'est bon, mon David? Par contre, quand j'ai calculé VC moins VD, d'accord? Eh bien, c'était le potentiel, le point C est relié à la borne moins du générateur et le point D est relié à la borne plus du générateur. Donc, quand je fais VC moins VD, c'est moins E1. Par contre, VD moins VC, c'est plus E1. Voilà. Alors, je reviens donc aux 4 équations que j'ai obtenues. Alors, ce qu'on constate, c'est que si on fait la somme des deux équations, pourquoi moins E3? Ben pour la raison que je viens d'expliquer. Alors, VC moins VD, c'est la différence. Le point C, c'est la borne moins du générateur. Et le point D, c'est la borne plus du générateur. Donc, quand vous faites VC moins VD, c'est, alors, la borne moins est au potentiel 0, la borne plus est au potentiel E1. Donc, quand vous faites VC moins VD, vous faites 0 moins E1. Et quand vous faites VD moins VC, vous faites E1 moins 0. Donc, VD moins VC, c'est plus E1, et VC moins VD, c'est moins E1. Alors, je sais pas si... D'accord. Alors, est-ce qu'on va arriver à cette étape? Bon, alors, on constate que l'équation 4 peut être obtenue si on additionne les équations 2 et 3. Alors, regardez bien, vous avez 2 fois R1 plus R'2, j'additionne 1, moins R'I2 plus 2RI3. Alors, l'équation 3, son premier membre, l'équation 4, son premier membre, c'est 2RI1 plus 2RI3, qui est la somme de ces deux membres. Alors maintenant, de l'autre côté, les seconds membres, si je fais E1 moins E2 plus E2 moins E3, là j'obtiens E1 moins E3. C'est-à-dire que l'équation 4, eh bien, je peux l'obtenir en additionnant membre à membre les équations 2 et 3. Or, je cherche 3 courants, j'ai besoin de 3 équations indépendantes, d'accord? Donc, les équations à retenir, ça va être les équations 1, 2 et 3, c'est-à-dire celles qu'on a prises la dernière fois dans notre dernier cours. On a choisi les équations 1, 2 et 3, mais c'était pas le seul choix possible. On aurait pu choisir 1, 2 et 4, d'accord? Ou bien 1, 3 et 4. Par contre, le choix 2, 3 et 4, c'est-à-dire prendre ces 3 équations-là, prendre la première équation en maille, la deuxième équation en maille et la combinaison des deux, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Alors, j'ai fait le calcul pour bien vous montrer que ça nous mène à une impasse. Alors, regardez bien, je retiens les équations 2, 3 et 4. Donc, on va faire comme si c'était le bon choix. On procède comme on a fait jusqu'à maintenant. On élimine les inconnus l'une après l'autre et puis on doit se retrouver avec une équation à une inconnue et après on remonte pour avoir les deux autres. Alors, on y va. Bon, je passe tout de suite aux valeurs numériques parce que c'est plus pratique et moins lourd à manipuler. Donc, j'ai remplacé R, R'. R, c'était 15 ohms et R' c'était 20 ohms. Donc, voilà
Voilà nos équations avec les valeurs numériques. Alors, je passe à la suite. Alors, à partir de l'équation 2, eh bien, je déduis, je remonte. Hein. Alors, voici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exprimé I1 en fonction de I2. Donc, je veux éliminer I1 dans les deux autres équations. Donc, j'écris que 30 I1 est égal à 70 moins 20 I2. D'accord? Donc, ça me donne I1 égale à 70 moins 20 I2 sur 30. C'est bon? J'ai remplacé ça dans l'équation numéro 2. Et je vais, l'équation numéro 3 ne contient pas I1, donc elle reste telle quelle. Et dans l'équation numéro 4, eh bien, je vais remplacer I1 par ce que j'ai obtenu à partir de l'équation 2. C'est-à-dire que j'ai écrit I1 en fonction de I2. Donc, j'ai cette équation-là. Alors, on fait le calcul, donc ça se simplifie. J'ai le terme 30 qui disparaît. Je vais avoir 70 moins 20 I2 plus 30 I3 égale 40. Et on regroupe les termes en I2 et I3. C'est-à-dire qu'ici, l'équation 3 ne change pas. L'équation 2, bah, je réordonne et j'ai moins 20 I2, d'accord, plus 30 I3. Je fais passer le 70 de l'autre côté. Et j'obtiens, alors, grosse déception, j'obtiens deux fois la même équation avec deux inconnus. C'est-à-dire que je me retrouve à la fin au bout de ces transformations avec une équation, une seule équation à deux inconnus. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le choix des équations n'était pas judicieux, contrairement à ce qu'on avait choisi la dernière fois, où on se retrouvait, une fois qu'on avait éliminé les deux premières inconnues, on se retrouvait avec une seule équation à une seule inconnue, et on pouvait calculer ce courant-là et remonter ensuite aux autres. Est-ce que ça vous semble plus clair? Particulièrement Boundaoui qui avait demandé qu'on revoie ça. C'est bon? Bon, j'ai pas de réaction là. D'accord, ok. Bon, eh ben, d'accord. Bah, de rien. Alors, on reprend donc le fil de notre cours. Alors, on en était, on avait commencé la charge et la décharge d'un condensateur. Alors, je reprends rapidement parce que tout le monde n'était pas présent. Donc, je vais reprendre rapidement, hein, parce que normalement, vous avez ça dans la vidéo du dernier cours. Alors, on a donc un circuit dans lequel il y a un générateur, une résistance et un condensateur, et un interrupteur à deux positions qui va me permettre, quand je suis sur la position 1, quand je ferme l'interrupteur sur la position 1, de mettre dans le circuit le générateur en série avec la résistance et le condensateur. Et quand je ferme l'interrupteur sur la position 2, eh bien, le générateur est déconnecté et la résistance et le condensateur sont reliés par un court-circuit, c'est-à-dire un fil qui va relier
cette armature du condensateur à cette borne de la résistance. Alors, on avait donc étudié la charge du condensateur, c'est-à-dire quand l'interrupteur K se trouve sur la position 1, alors le circuit va revenir à ça, c'est-à-dire juste le générateur branché sur la résistance en série avec le condensateur. Alors, on avait appelé la différence de potentiel VA moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance, on l'a appelé VR. Alors, le courant entre, alors le courant sort par la borne plus du générateur et revient par la borne moins. Donc, le courant dans la résistance R entre par le point A et sort par le point B. Donc, VA moins VB égale VR, c'est RI, c'est plus RI. VB moins VD, alors le condensateur étant en train de se charger, les charges plus sont sur l'armature du haut et les charges moins sur l'armature du bas. Je vous rappelle que le courant électrique, c'est considéré comme une circulation de charges positives qui se déplace dans le sens conventionnel du courant. Donc, le courant va apporter des charges plus qui vont apparaître, qui vont s'accumuler sous cette armature et par influence totale, il va apparaître des charges négatives sur l'autre armature. Alors, donc VB moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes du condensateur, l'armature chargée positivement étant reliée au point B. Donc, VB moins VD, c'est plus Q sur C. Par contre, si on avait voulu écrire VD moins VB, on aurait écrit moins Q sur C. Alors, à tout instant, eh bien, j'écris la loi des mailles. À tout instant, VA moins VA égale 0, c'est-à-dire VA moins VB, plus VB moins VD, plus VD moins VA égale 0, c'est-à-dire VR plus VC moins E égale 0, donc VR plus VC égale à E. Alors, ce qu'on a de plus dans ce schéma, c'est que on écrit la définition de l'intensité du courant. I, c'est dQ sur dt. Voilà. Alors, on avait, avant de faire des calculs, on a essayé de deviner un peu ce qui arrive du point de vue du courant, du point de vue de la charge du condensateur. Donc, on avait fait une étude qualitative, c'est-à-dire sans faire de calcul, juste essayer de deviner, de comprendre le phénomène. Alors, on a regardé 3 instants. L'instant initial, c'est-à-dire juste le moment où on ferme l'interrupteur sur la position 1. Ensuite, un instant intermédiaire et l'instant final où le condensateur est entièrement chargé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles charges qui arrivent sur le condensateur. Alors, à l'instant t égale 0, puisque le condensateur était initialement sans charge, eh bien j'ai la charge qui est nulle. Comme VC est égal à Q sur C, eh bien si la charge est nulle, VC est nul. Comme VR plus VC égale à E, eh bien VR, si je veux connaître VR, j'écris que c'est E moins VC, c'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Comme VC est égal à 0, ben ça veut dire que VR est égal à E. Ça veut dire qu'à l'instant t égale 0, à l'instant initial, quand je ferme l'interrupteur, eh bien, toute la différence de potentiel que donne le générateur se retrouve entièrement aux bornes de la résistance. Et il n'y a aucune différence de potentiel aux bornes du condensateur. Alors, le courant, sachant que VR est égal à RI, donc I égale VR sur R, ici, à cet instant initial, VR égale à E, ça veut dire qu'à l'instant initial, eh bien, le courant, il a pour valeur E sur R. D'accord?
Bon, on n'a pas fait de calcul, on a juste essayé de deviner quelle est la valeur de chacun des termes, la charge, la différence de potentiel aux bornes du condensateur, aux bornes de la résistance et la valeur du courant. Alors, à un instant quelconque, eh bien, à partir du moment où le courant passe dans le circuit, eh bien, le courant étant une circulation de charges positives, eh bien, ça veut dire que des charges vont arriver sur cette armature. Par influence totale, des charges négatives vont apparaître en face, d'accord, sur l'autre armature. Et donc, ça veut dire que la charge est en train d'augmenter. Si la charge augmente, VC étant égal à Q sur C, eh bien VC va augmenter aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive pour VR? Eh bien, la somme VR plus VC égale à E. Si ce terme-là, et qui est constant, hein, si ce terme-là est en train d'augmenter, sachant que la somme est constante, eh bien, ça veut obligatoirement dire que VR est en train de diminuer. C'est bon? Si VR diminue, sachant que VR est égal à RI, eh bien, ça veut dire que le courant est en train de diminuer. Alors, il a commencé à la valeur E sur R, à un instant T quelconque, eh bien, il est en train de diminuer, il est inférieur à E sur R. Alors, l'instant final, eh bien, on va lire le tableau de bas en haut, hein, cette fois. J'ai mis des flèches pour avoir le sens de la lecture dans le tableau. Alors, parce que ça va être plus facile à deviner dans ce sens. Alors, à partir du moment où le condensateur est entièrement chargé, eh bien, il n'y a plus aucune nouvelle charge qui arrive sur le condensateur. S'il n'y a pas de nouvelle charge qui arrive, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant, puisque c'est le courant qui apporte les nouvelles charges. Donc, s'il n'y a pas de nouvelle charge qui arrive, il n'y a plus de courant, donc I égale 0. Donc, VR qui est égal à RI, si le courant est nul, eh bien VR va être égal à 0. VC qui est tel que VR plus VC égale à E, eh bien VC c'est E moins VR. VR étant nul, VC va être égal à E. Et donc, la charge finale, ça va être, alors VC étant égal à Q sur C, d'accord? Ça veut dire que Q est égal à C VC. VC étant égal à E, eh bien j'ai QF, la charge finale, qui est égale au produit CE. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Il y a eu une sorte d'échange. À t égale 0, eh bien, tout ce que donnait le générateur se retrouvait aux bornes de la résistance et il n'y avait aucune différence de potentiel aux bornes du condensateur. Par contre, à l'instant final, eh bien, la situation s'est inversée. Toute la différence de potentiel donnée par le générateur se retrouve aux bornes du condensateur et il n'y a aucune différence de potentiel aux bornes de la résistance. Voilà, ça c'est intéressant comme résultat. Alors, on va passer maintenant au calcul. Voilà, à l'étude quantitative, c'est-à-dire qu'on va écrire les équations cette fois. Alors, en régime transitoire, c'est-à-dire à un instant t quelconque, le régime transitoire, alors, on distingue deux régimes. Un régime permanent, qui est le régime où le condensateur est soit complètement déchargé, soit complètement chargé. Donc, c'est soit l'instant 0, soit l'instant final. Et le régime transitoire, c'est tant que la charge du condensateur est en train de varier, tant que le courant dans le circuit est en train de varier. C'est ça le régime transitoire. Donc, on va considérer un instant quelconque et on va écrire nos équations. Donc, VR plus VC égale à E, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. VR est égal à RI et VC est égal à Q sur C. Je vous rappelle que VR c'était VA moins VB et que VC c'était VB moins VD.
D'accord? On a déjà écrit cette loi des mailles au début du paragraphe. Donc, RI plus Q sur C égale à E. I étant égal à DQ sur DT, eh bien, ça me donne une équation différentielle du premier ordre. Alors, je répète, équation différentielle parce que dans la même équation, il y a la charge et sa dérivée. Et du premier ordre parce qu'il est question de la dérivée première de la charge. Alors, la résolution de l'équation différentielle. Alors, quand on a une équation différentielle avec un second membre, eh bien, la méthode de résolution, c'est celle-ci. La solution générale, c'est la solution de l'équation sans second membre, plus la solution particulière. Alors, l'équation sans second membre, eh bien, c'est l'équation différentielle de départ dans laquelle on remplace le second membre par 0. Alors, ça nous donne donc dq sur dt égale à moins q sur rc. Je fais passer ce terme à droite, il devient négatif, et je fais passer le r au dénominateur à droite. Alors, on sépare les variables, c'est-à-dire que j'ai la variable charge et j'ai la variable temps. Donc, je sépare les variables, je mets à gauche tout ce qui concerne la charge et à droite ce qui concerne le temps. Alors, et après, on intègre. Alors, à gauche, eh bien, j'ai dq sur q, son intégrale, c'est log népérien de q. Et à droite, eh bien, j'ai moins 1 sur rc multiplié par dt, son intégrale, c'est moins 1 sur rc multiplié par t, plus notre constante d'intégration, parce que l'égalité des différentiels n'implique pas l'égalité des intégrales. Ça implique l'égalité des intégrales à une constante près. Donc, je rajoute ma constante d'intégration ici. Alors, pour que l'expression soit un peu plus facile à manipuler, ben, je vais passer aux exponentielles. Et donc, l'exponentielle du logarithme de Q, c'est Q. Et de l'autre côté, ben, je vais avoir l'exponentielle de moins t sur rc plus a, c'est-à-dire l'exponentielle de moins t sur rc multiplié par l'exponentielle de a. Et comme a est une constante, eh bien son exponentielle est également une constante qui ne dépend pas du temps. Et j'écris que Q, c'est b exponentielle moins t sur rc. Voilà, ça c'est la solution de l'équation sans second membre. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, je continue. Alors, je passe à la solution particulière. Alors, la solution, d'accord. Alors, la solution particulière, elle est toujours de la même forme que le second membre de l'équation différentielle. Alors ici, le second membre de l'équation différentielle étant une constante, eh bien la solution particulière est forcément une constante. Donc j'écris que ma solution particulière, je l'appelle QP, P comme particulière, est constante. Et je vais appliquer cette solution à mon équation différentielle de départ. C'est-à-dire que avec second membre, évidemment, donc j'écris que R dqp sur dt plus qp sur c égale à E. Or, qp étant une constante, eh bien sa dérivée va être nulle. Donc, ce qui va me rester, c'est que qp sur c égale à E. Ça veut dire que ma solution particulière, eh bien, c'est CE. Alors, dernière étape, ma solution générale, c'est la somme de la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire b exponentielle moins t sur rc, plus la solution particulière, c'est-à-dire plus CE. Voilà. Donc, on est arrivé au bout de notre calcul.
Il reste plus qu'à trouver la constante B. Eh bien, la constante B, on la trouve si on connaît la charge à un instant en particulier. Eh bien, il y a un instant qui est tout désigné, c'est l'instant initial. Je sais qu'à t égale 0, la charge est nulle, donc j'écris qu'à t égale 0, q égale 0, je remplace ici. Donc, je vais avoir B exponentielle de 0, plus CE, égale 0, d'accord? Puisque la charge est nulle à t égale 0. Et ça me donne, alors exponentielle de 0 c'est 1, ça me donne B égale à moins CE. Donc, ma charge en fonction du temps, donc ma charge à un instant t quelconque, eh bien ça sera CE plus B qui est égal à moins CE, donc CE moins CE exponentielle moins t sur RC. Si je mets CE en facteur, eh bien j'obtiens CE facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Alors on pose taux égale RC. On a vu tout à l'heure que la charge finale c'était CE. Eh bien ça veut dire que Q à un instant t, c'est QF, la charge finale, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Alors ça a cette forme-là, d'accord? Ça va tendre vers QF quand t tend vers l'infini, et ça a cette forme en 1 moins exponentielle moins t sur RC. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. D'accord. Alors, il me semble qu'on s'est arrêté là la dernière fois. Donc, on va, à partir de maintenant, c'est tout nouveau pour vous. Alors, les remarques. Alors, j'ai remplacé RC par ce que j'ai appelé taux. Alors, taux, ça a la dimension d'un temps. Vous voyez bien que j'ai une charge ici, une charge là. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est sans dimension. D'accord? Puisque j'ai une charge égale à une charge multipliée par quelque chose qui dépend du temps, mais c'est quelque chose qui sera sans dimension. Donc, forcément, pour que ce soit sans dimension, eh bien, ça veut dire que taux est aussi un temps. Alors, taux a la dimension d'un temps. C'est ce qu'on appelle la constante de temps du circuit. Et la constante de temps du circuit, ben, c'est quelque chose qui vous donne une indication sur la rapidité avec laquelle un condensateur va se charger ou se décharger. Alors ici, pour nous, on est en train d'étudier la charge, donc ça nous donne une indication sur la rapidité avec laquelle le condensateur va se charger. Alors, on va faire un calcul. On va remplacer T par taux. Alors, dans cette équation, donc si je mets T égale taux, je vais avoir Q à l'instant taux égale à QF facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Alors, si vous faites le calcul, donc c'est E 1 moins exponentielle moins 1, si vous faites le calcul, eh bien vous trouvez que ce terme-là vaut à peu près 0,63 à quelques décimales près. Donc, la charge à l'instant taux, donc la valeur de la constante du temps, eh bien c'est sans dimension, ça veut dire que ça n'a pas la dimension d'une charge, ça n'a pas la dimension d'un temps. C'est sans dimension, ça veut dire que c'est comment vous dire, c'est une grandeur dans une équation, c'est une grandeur qui est neutre. Vous voyez, ici, j'ai la charge d'un côté, la charge de l'autre, et forcément, ça veut dire que ce terme-là ne peut pas être une charge, ne peut pas être un temps, ne peut pas être une longueur. C'est quelque chose qui est sans dimension. J'ai répondu à votre question. Hassas, c'est bon? D'accord. Ok, merci.
Alors, j'en étais à ce que vaut la charge quand T est égal à taux. Donc, on a remplacé T par taux. Ça nous donne ici un terme exponentiel moins 1. Et ça donne 0,63 de CE. C'est-à-dire que à T égale taux, eh ben, je suis aux 2/3 de la charge finale. Alors, la charge finale étant CE, bon, il y a une entrée qui a disparu, bon, c'est pas grave. Il sera dans le PDF que je vous enverrai. Alors, voici CE, je cherche les 2/3 de CE, et, alors on va regarder la courbe en bleu, hein. Alors voici la charge en fonction du temps. Alors, quand la charge est arrivée à 2/3 de sa valeur finale, eh bien, le temps, c'est l'instant taux. Voilà. La constante de temps, c'est le temps au bout duquel la charge est arrivée aux 2/3 de sa valeur finale. D'accord? À T égale taux, je suis aux 2/3 de CE. Alors, de quoi dépend cette constante de temps? Cette constante de temps, vous voyez, elle apparaît ici. C'est le produit RC. C'est-à-dire que pour un condensateur donné, plus la résistance sera grande, plus la constante de temps sera grande. Et vice-versa. Plus la résistance sera faible et plus la constante de temps sera petite. Alors, je vous ai tracé là deux constantes de temps différentes. Alors, si avec une certaine valeur de résistance, eh bien la constante de temps, c'est la constante de temps en bleu ici. Donc, vous arrivez aux 2/3 de la charge maximale à cet instant. Donc, voici comment évolue la charge. Par contre, dans la figure, dans la courbe marron, eh bien, vous voyez bien que on est arrivé aux 2/3 de la charge finale au bout d'un temps plus petit. D'accord? Donc, plus la résistance qu'il y a en série avec le condensateur va être faible, plus la constante de temps va être faible, plus la charge va être rapide. Je vous rappelle que la constante de temps, c'est ça l'indicateur sur la vitesse avec laquelle la charge va se faire dans le condensateur. Donc, si vous avez une grande résistance, eh bien, la charge va se faire lentement. Si vous avez une faible résistance, la charge va se faire vite, c'est-à-dire que vous allez avoir une constante de temps plus faible. Alors, en particulier, si la résistance est nulle, eh bien, la charge est instantanée. Dès que vous fermez l'interrupteur, eh bien, le condensateur est instantanément chargé. Tout de suite, il a sa charge finale. D'accord. Alors, deuxième, est-ce que c'est bon? Vous avez des questions sur la constante de temps? C'est bon? Alors, deuxième remarque, c'est que quand t tend vers l'infini, eh bien, on a notre charge qui tend vers sa valeur finale, c'est-à-dire CE. Alors, vous avez certainement vu au lycée que, je vais essayer de descendre un peu. Bon. Alors, vous avez dû voir au lycée que on n'est pas obligé d'attendre un temps infini pour que le condensateur soit complètement chargé. Dès qu'on arrive à un temps qui est supérieur à 5 fois la valeur de la constante de temps, eh bien, on peut considérer que le condensateur est entièrement chargé. Je vous ai fait le calcul ici. À t égale 5 taux, eh bien, la charge finale, c'est CE, je suis à 0,993 CE. C'est-à-dire que je suis à 99,3% de la charge finale. Donc, à partir de 5 taux, on considère généralement que le condensateur est pratiquement, vous trouverez souvent ce terme dans les exercices, le condensateur est pratiquement chargé
à T égale 5 tours ou T supérieur ou égal à 5 tours. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, je passe à la page suivante. C'est bon? D'accord. Alors, on va regarder les expressions des tensions et des courants. Je vous rappelle que dans notre tableau, on avait déjà deviné ce qui allait se passer pour la tension et pour la tension aux bornes du condensateur, la tension aux bornes de la résistance et le courant. Et on avait vu que la tension aux bornes du condensateur augmentait pendant la charge et que la tension aux bornes de la résistance diminuait. Alors, on va confirmer ça par les équations. Donc, VC, eh bien, puisque Q est égal à CE, je reprends, je remonte à, pardon. Alors, je remonte. Alors, on a trouvé que Q est égal à CE 1 moins exponentielle moins T sur taux, d'accord? Donc, si, sachant que Q est égal à CVC, si je veux avoir VC, donc je le plus ici, si je veux avoir la différence de potentiel aux bornes du condensateur, eh bien, ça sera Q sur C. J'écris que VC est égal à Q sur C. Q, j'avais trouvé que c'était CE 1 moins exponentielle moins T sur taux. Ça veut dire que VC, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà. Donc, VC a exactement la même forme que la charge. Donc, ça va tendre vers la valeur E, vers la force électromotrice du générateur de manière exponentielle. Alors, qu'est-ce que c'est que VR? VR, on a dit que c'était obtenu en écrivant l'équation aux mailles VR plus VC égale à E. Ça veut dire que VR est égal à E moins VC. Ça veut dire, si je fais la différence entre E et VC, je vais avoir E moins E, d'accord, moins E exponentielle moins T sur taux, c'est-à-dire que VR, c'est E exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire que VR, je vous rappelle que VR, à l'instant T égale 0, eh bien, on avait toute la tension donnée par le générateur qui se retrouvait aux bornes de la résistance et que cette différence de potentiel allait diminuer au cours du temps pour arriver à la valeur, pour tendre vers la valeur 0 quand le condensateur est entièrement chargé, c'est-à-dire quand aux bornes du condensateur, j'ai la différence de potentiel donnée par le générateur. D'accord? Je vous rappelle l'échange qu'il y avait, l'échange de différence de potentiel, l'échange de tension. À l'instant 0, j'ai toute la tension donnée par le générateur qui est aux bornes de la résistance. Donc, ça se voit bien ici. Et rien aux bornes du condensateur. Et à l'instant final, la situation est inversée. Toute la tension se retrouve aux bornes du condensateur. Donc, j'ai VC égale à E. Et rien aux bornes de la résistance, VR égale 0. Donc, j'ai VC qui est une grandeur qui va augmenter avec le temps. VR qui va être une grandeur qui va diminuer avec le temps. Et le courant I étant égal à VR sur I, eh bien, ça sera E sur R exponentielle moins T sur T. Alors, les valeurs particulières, c'est que à T égale 0, eh bien, j'ai VR égale à E, VC égale 0. Et à l'infini, quand T est très grand, donc quand il dépasse 5 fois la constante de temps, eh bien, j'ai VC qui est égal à E et VR qui est égal à 0. Voilà pour la charge du condensateur. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment avant qu'on passe à la décharge du condensateur.
C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a... Oui. Ok. Ok. Alors, oui. Alors, pourquoi VR égale à E? Mhm. Vous parlez de l'instant initial? Hessas Imen, vous parlez de l'instant initial? Que VR égale à E? Oui? Oui. Eh ben, on revient à notre instant initial alors. Voilà notre instant initial, hein. On reprend notre circuit. On a une résistance en série avec un condensateur et tout ça alimenté par un générateur de force électromotrice E. D'accord? Alors, à l'instant initial, juste quand je ferme l'interrupteur, le condensateur est initialement déchargé. D'accord? S'il est initialement déchargé, ça veut dire qu'il n'a pas encore de charge. Donc ici, les charges que j'ai dessinées n'existent pas encore. Ça va? Si les charges n'existent pas encore, ça veut dire que VB moins VD, un condensateur qui n'est pas chargé, a à ses bornes une différence de potentiel qui est nulle. D'accord? S'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de différence de potentiel aux bornes du condensateur. Donc, si à l'instant t égale 0, là, ce que j'ai dessiné, c'est ce qui se passe à un instant intermédiaire, mais à l'instant t égale 0, eh bien, il n'y a pas encore de charge sur le condensateur. Donc, ça veut dire que VB moins VD, qui normalement est égal à Q sur C, si Q égale 0, VC, VB moins VD, eh bien, c'est égal à 0. C'est-à-dire que quand vous écrivez la loi des mailles ici, vous allez écrire que VA moins VB, plus VB moins VD, qui est égal à 0, plus VD moins VA égale 0. Donc, vous allez avoir VR, d'accord, plus 0, moins E égale 0. Donc, ça me donne VR égale à E, puisque ce terme-là, à cause de la charge qui n'existe pas encore sur le condensateur, ce terme-là est égal à 0. Donc, forcément, VR égale à E à l'instant T égale 0. Attention, c'est pas valable à n'importe quel instant. Dès que de la charge commence à apparaître sur le condensateur, eh bien, il y a une différence de potentiel qui va apparaître aux bornes du condensateur. Est-ce que c'est bon, Hessas? C'est quoi la différence de potentiel entre d'accord, et j'ai pas compris votre question. C'est quoi VR et UR? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Djerali Racha. Ah, vous voulez dire, c'est une question de notation. C'est une question de notation, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages dans lesquels le potentiel s'écrit sous la forme avec la lettre V, et puis il y a des ouvrages où ils préfèrent appeler ça U. Ça n'a pas d'importance. Et ce qui compte, c'est de garder. Oui, oui, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est de garder les mêmes notations d'un bout à l'autre, hein. Depuis le début, le potentiel, on l'a appelé V, donc on continue à l'appeler V. Si dans un exercice, le potentiel est noté U, eh ben, vous prendrez U de bout en bout, mais il faut pas mélanger les deux, hein. D'accord, ok. Alors, je reviens.
un autre, on en était là, hein, à la décharge du condensateur. Alors, une fois que le condensateur est entièrement chargé, eh bien, l'interrupteur, on le met sur la position 2, c'est-à-dire que on remplace le générateur par un court-circuit. Quand vous revoyez votre schéma avec l'interrupteur à deux positions, quand on est sur la position 2, eh bien, on déconnecte le générateur et à la place, eh bien, on met un court-circuit. C'est-à-dire qu'on relie le point D au point A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le potentiel du point D et le potentiel du point A. J'ai VA égale VD, d'accord? Donc, VA moins VD ou VD moins VA égale 0. Alors, ce qui va se passer, dès qu'on relie, le point A et le point D, eh bien, ça va revenir à relier les deux armatures du condensateur par la résistance et puis ce conducteur qu'on va considérer comme ayant une résistance nulle. D'accord? C'est pour ça qu'on va écrire que VA moins VD égale 0. Donc, ça revient à relier les deux armatures du condensateur par un conducteur de résistance R. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous reliez les deux armatures d'un condensateur par un conducteur, eh bien, les charges vont avoir tendance à aller, à se déplacer. C'est-à-dire qu'elles vont aller dans le sens des potentiels décroissants. Donc, elles vont quitter l'armature positive et aller rejoindre l'armature négative. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que des charges positives vont quitter l'armature du haut, eh bien, quand elles arrivent sur l'armature du bas, elles vont neutraliser, chacune va neutraliser une charge négative, et donc la charge du condensateur va aller en diminuant. Alors, on va réécrire nos équations. Donc, VA moins VB, c'est ce qu'on avait appelé VR. Alors, cette fois, attention, le courant, ben, c'est la circulation de charges positives qui se déplacent dans le sens conventionnel du courant. Alors, les charges, on a bien vu qu'elles allaient se déplacer pour aller du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas. C'est ça le mouvement naturel des charges. Donc, elles vont quitter l'armature du haut pour aller à l'armature du bas, donc neutraliser des charges négatives sur l'armature du bas. C'est-à-dire que le courant, puisque c'est ça le sens du mouvement des charges, le nouveau sens du mouvement des charges, eh bien, ce sera aussi le nouveau sens du courant dans ce circuit. Ça veut dire que le courant, cette fois, eh bien, il va passer dans ce sens-là, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que tout à l'heure, il passait dans l'autre sens. Alors, j'ai VA moins VB, puisque le courant entre par B et sort par A, et bien cette fois, VR, ce ne sera pas RI, mais ce sera moins RI. VB moins VD, c'est toujours Q sur C, d'accord? J'ai la différence entre le potentiel de l'armature chargée positivement et le potentiel de l'armature chargée négativement, donc ça donne bien une différence de potentiel positif, donc c'est plus Q sur C. À chaque instant, eh bien, on a VA moins VB plus VB moins VD égale 0. Donc, VR plus VC égale 0. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que le courant, contrairement à tout à l'heure où il était égal à plus dQ sur dt, eh bien ici, il vaut moins dQ sur dt. Alors, pourquoi ceci vaut moins? C'est parce que I étant une intensité, c'est la quantité de charge qui va traverser une section, en particulier n'importe quelle section du circuit par unité de temps, eh bien, cette intensité, c'est une quantité qui est positive. Or, la charge du condensateur étant en train de diminuer, eh bien, la quantité dQ, la variation de la charge, si Q diminue,
la variation de la charge, donc la quantité dQ, est négative. C'est-à-dire que I est égal à moins une quantité négative divisée par un intervalle de temps, c'est-à-dire que ce sera quelque chose de positif. Donc, on a bien l'intensité du courant qui est une grandeur qui est positive. Donc, le signe moins, il veut dire que ce courant correspond à une diminution de la charge du condensateur, dQ étant une grandeur négative. Alors, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire d'abord une étude qualitative, donc sans écrire d'équation. On va juste essayer de deviner ce qui arrive à chacune des grandeurs, donc la charge, le courant, la différence de potentiel aux bornes de la résistance et la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Alors, à l'instant initial, l'instant initial ici, pourquoi, oui, je peux répéter. Alors, j'aurais peut-être dû l'écrire, je le rajouterai dans le PDF que je vous enverrai. Hein. Alors, je disais donc que I, cette fois, ce n'est pas dQ sur dt, mais moins dQ sur dt. C'est parce que c'est un courant, tout à l'heure, j'avais I, qui était un courant qui allait apporter de la charge au condensateur. C'est-à-dire que quand j'écris I égale dQ sur dt, le dQ était une augmentation de la charge du condensateur. Donc, j'avais bien I égale dQ sur dt, une grandeur positive. Ici, j'écris que I est égal à moins dQ sur dt parce qu'il s'agit d'une diminution de la charge du condensateur. Quand je relie les points A et D par un court-circuit, le condensateur va se décharger à travers la résistance et donc sa charge va aller en diminuant. C'est-à-dire que le terme que vous avez au numérateur ici, dQ, est une quantité négative. Et comme l'intensité du courant, c'est quelque chose, c'est une grandeur qui est toujours positive, eh bien, on met un signe moins ici, parce que dQ est une quantité négative. Voilà pourquoi le signe moins. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, si j'ai, oui. Belhadj Karim, c'est bon? D'accord. Ok. Alors, on va donc regarder ce qui se passe sans écrire d'équation. On va essayer de deviner un petit peu ce qui se passe à des instants différents. Alors, attention, cette fois, l'instant initial, ce que j'appelle T0 égale 0, c'est l'instant auquel on est arrivé tout à l'heure, ce qu'on avait appelé l'instant final, c'est-à-dire quand le condensateur était entièrement chargé, d'accord? Donc, mon instant initial ici, c'est, si vous voulez, mon état initial ici, c'est l'état final de la charge. Hein. Donc, je vais retrouver tout ce qu'on avait écrit tout à l'heure du point de vue de la charge du condensateur. Alors, donc, à l'instant initial, c'est-à-dire juste au moment où je mets l'interrupteur sur la position 2, eh bien, j'ai la charge du condensateur qui est égale à CE, c'est-à-dire la charge à laquelle j'étais arrivé à la fin de la charge. VC qui est égal à Q sur C, donc si j'écris CE divisé par C, j'obtiens E. D'accord? Donc, la différence de potentiel aux bornes du condensateur, juste au moment où je mets l'interrupteur sur la position 2, VC est égal à E, c'est-à-dire que toute la tension qui est donnée par le générateur se retrouve entièrement aux bornes du condensateur. Maintenant, VR. VR, eh bien cette fois, faut pas oublier que VR plus VC égale 0. Je vous rappelle que VA moins VB plus VB moins VD plus VD moins VA égale 0. Et que le potentiel du point A est égal au potentiel du point D. Il n'y a aucun élément entre les deux. Donc, j'ai bien VR plus VC égale 0.
Conclusion. VR, c'est moins VC. Donc, si au bord du condensateur, j'ai une tension qui vaut E, eh bien, ça veut dire qu'au bord du générateur, Daoud, vous éteignez votre... Alors, ça veut dire que la tension au bord de la résistance, qui est-ce qui a lu Daoud, j'ai désactivé votre micro, vous le maintenez désactivé s'il vous plaît. Alors, je disais donc que VR plus VC étant égal à 0, à chaque instant, VR est égal à moins VC. Donc, si à l'instant initial, VC est égal à E, eh bien, ça veut dire que VR est égal à moins E. Alors, VR étant égal, VR, je vous rappelle que c'est VA moins VB, VR est égal à moins RI. Donc, ça veut dire que I, alors si VR est égal à moins RI, ça veut dire que I est égal à moins VR sur R. Donc, ça veut dire que I est égal, alors, moins VR sur R, VR étant égal à moins E, ça veut dire que le courant, eh bien, à l'instant initial, il démarre avec une valeur égale à E sur R. C'est sa valeur initiale, la valeur initiale du courant. Alors, à un instant intermédiaire, c'est-à-dire un instant pendant la décharge du condensateur. Le condensateur est en train de se décharger, il est en train de perdre de la charge. Donc, la charge diminue. VC qui est égal à Q sur C diminue. VR qui est égal à moins VC augmente. Si VC diminue, ça veut dire que VR augmente. Alors, évidemment, en module, ça veut dire que VR est en train de diminuer. Le courant va diminuer, puisque le courant, c'est moins VR sur R. Si VR augmente, eh bien, le courant diminue. D'accord? Donc, j'ai le courant qui démarre à la valeur E sur R, qui est en train de diminuer. Et on va regarder maintenant ce qui se passe à l'état final. Donc, à notre instant final où le condensateur est entièrement déchargé. Alors, si le condensateur est entièrement déchargé, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune charge sur le condensateur. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus aucune charge qui quitte le condensateur, qui quitte l'armature positive pour aller rejoindre l'armature négative. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant électrique dans le circuit. Donc, à T final, pas de courant. VR étant égal à moins RI, s'il n'y a pas de courant, VR égale 0. VC étant égal à moins VR, s'il n'y a pas de tension VR, il n'y a pas de tension VC. Et ça veut dire que la charge étant égale, sachant que VC est égal à Q sur C, si VC est égal à 0, eh bien ça veut dire que la charge est égale à 0. Voilà. Alors, si on récapitule, la charge est passée de sa valeur initiale CE à sa valeur finale 0. Le condensateur s'est entièrement déchargé. VC est passé de E à 0. S'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de tension. VR est passé de moins E à 0. Le courant est passé de E sur R à 0. Voilà. Alors, on va maintenant écrire les équations et voir si les équations confirment bien ce qu'on vient d'essayer de deviner. Alors, on va regarder ce qui se passe à un instant t quelconque. Donc, on écrit l'équation aux mailles. Donc, VA moins VB, c'est-à-dire VR, plus VB moins VD, c'est-à-dire VC, plus VD moins VA, c'est-à-dire 0, égale 0. Donc, j'ai VR plus VC égale 0. Voilà donc mon équation au mailles. Alors, VR
On a vu que VR, c'est VA moins VB, c'est-à-dire que c'est moins RI. D'accord? Donc, je vais remplacer par moins RI. VC, c'est VB moins VD. Désactivez vos micros. Désactivez vos micros. On va pas recommencer le cirque du début. Alors, donc, VC, je vous rappelle que c'est VB moins VD. C'est la différence entre le potentiel de l'armature chargé positivement et le potentiel de l'armature chargée négativement. Donc, encore une fois, VB moins VD, C plus Q sur C. Donc, j'ai moins RI plus Q sur C égale 0. Sachant que le courant correspond à la décharge du condensateur, donc il s'écrit sous la forme moins dQ sur dt. Donc, j'ai moins R moins dQ sur dt plus Q sur C égale 0, c'est-à-dire une équation différentielle du premier ordre, sans second manque cette fois-ci. Voilà. Alors, on résout donc cette équation différentielle. On fait passer ce terme-là à droite. On sépare les variables. On garde à gauche ce qui dépend de la charge et à droite ce qui dépend du temps. Donc, on intègre ensuite. L'intégrale de dQ sur Q me donne log de Q. L'intégrale de moins dt sur RC me donne moins t sur RC. Alors, égalité entre les deux intégrales à une constante près, puisque l'égalité des différentiels n'implique pas l'égalité des intégrales. Ça implique l'égalité des intégrales à une constante près, donc je rajoute cette constante. Et puis, je passe aux exponentielles pour avoir une expression moins lourde. Donc, exponentielle de log de Q me donne Q. Et exponentielle de cette expression me donne exponentielle moins t sur RC multiplié par exponentielle de A. Alors, A étant une constante, eh bien, son exponentielle est également une constante que j'appelle B, comme tout à l'heure. Et on va déterminer la constante B en cherchant un instant particulier pour lequel on connaît la charge. Alors cet instant particulier, ben, ça peut être l'instant initial, puisqu'à l'instant initial, eh bien je connais la charge puisque c'était la charge à la fin de ma première étape qui était la charge du condensateur. Donc je sais qu'à t égale 0, Q égale CE. Alors, je remplace t par 0 et ça me donne b exponentielle de 0 égale à CE. Exponentielle de 0 étant égale à 1, ben ça me donne la valeur de la constante b qui est CE. Donc, Q à un instant t quelconque, c'est CE exponentielle moins t sur RC. Alors, on pose encore une fois taux égale RC. Ça va être notre constante du temps. Et l'expression de la charge à un instant t quelconque pendant la décharge du condensateur, ça sera QI, alors QI comme charge initiale exponentielle moins t sur taux. Voilà, alors ça évolue de cette façon, c'est-à-dire que ça démarre à une valeur initiale qui est CE et ça va diminuer de manière exponentielle, ça va tendre vers 0 quand t tend vers l'infini. Alors, les remarques seront du même ordre que les remarques qu'on a faites tout à l'heure pour la charge. Alors, taux à la dimension d'un temps, c'est la constante de temps qui va nous indiquer la vitesse avec laquelle le condensateur va se décharger. Alors, cette fois, si on fait le calcul, eh bien, si je remplace t par taux dans mon expression de la charge, d'accord? Eh bien, je vais avoir CE, alors je remplace T par taux, je vais avoir QI, c'est-à-dire CE,
exponentielle moins 1. D'accord? Et l'exponentielle moins 1, ben, il se trouve que c'est 0,37 et que c'est pratiquement égal à un tiers. Un tiers, c'est 0,33. Donc, Q à l'instant tau, c'est presque un tiers de la charge initiale. Donc, sur une courbe qui donne la charge du condensateur en fonction du temps pendant la décharge, eh bien, la constante de temps, c'est le temps au bout duquel on a atteint le tiers de la charge initiale. D'accord? À la charge, la constante de temps, c'est le temps au bout duquel on arrive aux 2 tiers de la charge finale. Eh bien, ici, la constante de temps, c'est le temps au bout duquel on arrive à 1 tiers de la charge initiale du condensateur. Alors, évidemment, cette constante de temps qui est le produit RC, pour un condensateur en particulier, eh bien, cette constante de temps, elle va dépendre de la résistance que vous allez mettre en série avec le condensateur. Plus la résistance va être grande, plus la décharge va être lente. Et plus la résistance va être faible, et plus la décharge va être rapide. C'est-à-dire que, en particulier, si la résistance est nulle, eh bien, dès que vous mettez l'interrupteur sur la position 2, le condensateur se décharge instantanément. Voilà. Donc, la décharge est immédiate pour R égale 0. Alors, deuxième remarque, c'est ce qui se passe quand vous attendez un temps suffisamment long. Donc, pour T tendant vers l'infini, eh bien, on voit bien quand on regarde l'expression de la charge en fonction du temps pendant cette décharge, eh bien, quand T tend vers l'infini, vous allez avoir QI multiplié par exponentielle de moins l'infini qui tend vers 0. Ça veut dire que la charge tend vers 0. Par contre, dans la pratique, eh bien, on va considérer que la décharge est complète pour T égale à 5 tau, puisque si vous faites le calcul de la charge à T égale 5 tau, eh bien, vous trouvez que c'est 0,007 de CE, c'est-à-dire pratiquement 0. Voilà. Donc, à partir, théoriquement, si vous voulez, il faut attendre un temps infini pour que le condensateur soit complètement déchargé. Mais dans la pratique, à partir de l'instant T égale 5 tau, on peut considérer que le condensateur est pratiquement déchargé. Alors, les expressions des tensions et du courant. Alors, je vous rappelle que VC, c'est Q sur C. On a trouvé que Q, c'est CE exponentielle moins T sur tau. D'accord? Donc, ça veut dire que VC, c'est E exponentielle moins T sur tau. Alors, ça correspond bien à ce qu'on avait vu dans le tableau tout à l'heure. C'est-à-dire que à T égale 0, et si vous remplacez T par 0 ici, vous trouvez que VC est égal à E. Donc, on a bien démarré, VC, il a bien démarré à la valeur E. Et que quand T tend vers l'infini, vous avez cette expression qui tend vers 0, donc VC tend vers 0. Donc, notre courbe VC, c'est bien celle-ci. Hein. Puisque VC est égal à Q sur C, si Q a cette forme, eh bien, VC a forcément la même forme, d'accord? Ça démarre à la valeur initiale E, ça tend vers la valeur finale 0 de manière exponentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour VR? Eh bien, VR, on a dit que VR plus VC égale 0, donc VR égale à moins VC. Ça veut dire que VR est égal à moins E exponentielle moins T sur tau. Ben, c'est ce qu'on avait également prédit dans notre étude qualitative, c'est que aux bornes de la résistance à T égale 0, eh bien, j'ai VR égale moins E, que VR augmente en valeur algébrique pour tendre vers 0
quand t tend vers l'infini. Et le module de VR, vous voyez bien qu'il diminue au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Voilà. Alors, les valeurs limites, quand t tend vers l'infini, eh bien VC tend vers 0 et VR tend vers 0. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la décharge du condensateur? C'est bon? Bon, j'attends vos questions. Hein. C'est bon? Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste juste à faire le bilan d'énergie pendant la charge du condensateur. Bon, c'est un calcul qui va dépasser les 10 minutes, donc je vous laisse partir. On fera ça la prochaine fois. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. On va discuter un peu.